Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Suzanne Duroy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière, dans lequel nous avons interviewé avec beaucoup de spontanéité Suzanne Duroy, notre stagiaire de qui vous entendez en ce moment les émissions dans les décryptages de toute cette semaine et en début de semaine prochaine. Bonjour Suzanne Duroy, bienvenue dans les studios de RTI que tu connais déjà très bien en fait. Donc tu finis juste ton stage à la section française de Radio Taïwan International. C'est aujourd'hui ton dernier jour. Et du coup, je voulais revenir un petit peu avec toi pour faire le bilan de ce stage qui a duré 6 mois. Pour nous remettre un petit peu en contexte, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivé ici ? Donc, en commençant peut-être par comment est-ce que tu as appris le chinois ? Comment j'ai appris le chinois ? En fait, j'ai appris le chinois il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 2 ans. Parce qu'à la base, je me spécialisais sur la Chine. Donc, j'avais fait des études de géographie spécialisées sur la Chine, encadrée par monsieur Thierry Sourgeon, enfin géographe spécialiste de la Chine, mais je ne parlais pas chinois à ce moment-là. Et comme j'étais très intéressée, de plus en plus intéressée par la Chine et que j'y avais voyagé pour faire des mémoires de recherche, je me suis dit, après mon master de géographie, qu'il fallait que j'apprenne le chinois. Et donc, j'ai commencé à apprendre le chinois vraiment, on va dire, à partir de ce moment-là, à l'INALCO. J'ai fait 1 an à l'INALCO en première année. Et après, j'ai obtenu la bourse Huayu pour aller à Taïwan. Et j'ai appris le chinois de manière très, très intensive à Taïda. Mais aussi en France, en fait, parce que j'étais aussi très liée avec la communauté chinoise. Et donc, je donnais des cours de français à des Chinois à Paris. Et j'étais dans une bulle, en fait, où on parlait beaucoup chinois. Et ensuite, à Taïwan, je parlais... vu qu'on avait des cours tous les jours, j'ai appris assez rapidement. Et voilà. Et puis maintenant, pendant le stage aussi, j'ai un peu continué à apprendre le chinois. Et donc, est-ce que tu avais aussi fait des études en lien avec le journalisme ou qu'est-ce qui t'a attiré d'abord pour venir à Taïwan, pour passer de la Chine à Taïwan ? Est-ce que c'était juste la bourse ou est-ce qu'il y avait autre chose qui t'attirait ici ? Pour le journalisme, en fait, je m'étais déjà posé la question pendant mes études de géographie en master parce que j'avais commencé à travailler sur le format de film documentaire. J'avais fait un premier film documentaire en Chine. Plutôt que de faire un mémoire de recherche. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit peut-être que c'est plutôt le journalisme qui m'intéresse et non la recherche. Et en fait, assez rapidement, l'épidémie du coronavirus est arrivée et j'étais en Chine. Et donc, j'ai pas poursuivi mon projet d'études de journaliste. Et j'ai continué en fait à apprendre le chinois. Enfin, j'ai vraiment approfondi les études chinoises plutôt que m'orienter vers le journalisme. Et j'ai jamais fait d'école, en fait. Mais ça m'est toujours resté, en fait, en tête. Et c'est pour ça, quand j'ai trouvé ce stage, que je suis venue à RTI. Et ensuite, pour ce qui est de Chine et Taïwan, en fait, à la base, c'est vrai que j'étais très tournée sur la Chine. Même à l'INALCO, on étudie vraiment le chinois de Pékin. Mais l'épidémie a été un tournant pour, je pense, toute ma génération qui était intéressée par la Chine parce qu'on ne pouvait plus aller en Chine et que Taïwan s'est ouvert beaucoup plus tôt et qu'il y avait la bourse Huayu. Et tous ceux qui voulaient partir, en fait, on a pris cette bourse et on est arrivé à Taïwan et on a changé un peu notre avis, en fait, où on se sent bien à Taïwan, je pense. Et la Chine reste quand même... Enfin, le fait qu'il y ait eu l'épidémie donne aujourd'hui une dimension autre à la Chine, en fait. Moi, ça me fait plus réfléchir, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins d'opportunités et je me sens un peu moins à l'aise parce que comme j'étais en Chine pendant l'épidémie, j'ai vu ce que c'était en fait une dictature qui décide du jour au lendemain quoi d'enfermer une population quoi. Voilà. Et alors par rapport à ton travail à RTI, tu as fait d'assez nombreuses émissions en quelques mois, donc certaines plutôt d'actualité et d'autres plutôt focalisées sur différents épisodes de l'histoire de Taïwan. Comment est-ce que tu as choisi ces sujets ? Quand je les ai choisis, je sais pas. En fait, le tout premier, donc c'était, je crois, sur les femmes de réconfort, c'était Meg qui me l'a proposé. Et en fait, en tirant le fil des femmes de réconfort, je suis tombée sur les femmes adoptées, qui étaient un petit peu le cadre, en fait, le contexte dans lequel les femmes de réconfort aussi ont été abusées.
C'est en tirant cette corde-là. Et en fait, tous les sujets que j'ai trouvés, c'est soit des sujets pour lesquels je m'intéressais déjà à Taïwan. Et après, en tirant en fait des ficelles, on tombe sur d'autres sujets qu'on a envie d'étudier, comme les îles Tachen, où à la base, je m'intéressais plutôt à Kinmen. Et comme je cherchais des photos très spécifiques, je suis tombée sur une association des îles Tachen. Et j'ai trouvé leur histoire intéressante et voilà, je l'ai racontée, quoi. Et tu as aussi fait d'autres épisodes plus en lien avec l'actualité, comme l'interview de Lee Ming-je. Comment c'est arrivé ça ? C'est arrivé parce que je lis pas mal la presse, enfin Le Monde, et je suis tombée sur un article d'un journaliste qui s'appelle Julien Bouissou, et qui justement avait mis en évidence cette affaire qui avait déjà été mise en lumière aux États-Unis. Mais là, la particularité de cet article du Monde, c'est qu'on dévoilait en fait le rôle d'une entreprise française dans le travail forcé dans une prison en Chine. Et comme il se trouvait qu'un des anciens prisonniers dans cette prison en Chine était taïwanais, je me suis dit pourquoi pas l'interviewer. Et son témoignage était tellement intéressant, c'était tellement profond en fait, et que ça m'a beaucoup inspirée pour faire des dessins. Et ensuite, je me suis dit que pourquoi pas continuer en fait. On a tellement peu d'informations à ce sujet et on a des personnes qui veulent bien parler. Et donc, c'est une opportunité, une porte d'entrée en fait pour approfondir un sujet qu'on ne connaît pas du tout. Parmi tous les sujets que tu as abordés, lequel t'a le plus marqué ? Je pense Lee Ming-je, du coup. Je pense que c'est vraiment lui qui m'a le plus marqué par rapport... parce que c'est vraiment d'actualité et que ça reflète bien ce qui est en train de se passer un peu en Chine, je trouve. Cet enfermement, le virage que prend Xi Jinping, où on est vraiment dans une dictature, un totalitarisme. Donc c'est assez effrayant et ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'interroge même sur une possibilité. Je veux retourner en Chine, mais ça donne en fait, ça effraie un petit peu d'un côté. Et l'autre sujet qui m'a beaucoup marqué, je pense que c'est les Yangnu, les femmes adoptées, parce que je m'imaginais pas du tout en fait qu'elles étaient aussi nombreuses. Et même si c'est une génération qui aujourd'hui va disparaître, c'est quand même encore assez proche de nous, je trouve. Et ça pose beaucoup de questions sur la place de la femme à Taïwan et qu'on se pose pas tellement, je trouve, peut-être. Pas assez, je sais pas. Donc, quand tu dis les femmes adoptées, est-ce que tu peux recontextualiser en quelques mots ? Ce sont quelles femmes qui sont adoptées par qui ? Alors, les femmes adoptées, donc les Yangnu, en fait, ce sont des petites filles, généralement dans des familles. La famille, en fait, n'a pas envie de dépenser trop d'argent pour l'élever, ou alors a peur, en fait, pour la dot, que ce soit un montant trop élevé. Et donc, ces petites filles sont adoptées, on les donne ou on les vend à une autre famille, généralement une famille qu'on connaît, du même village ou de la même région. Et ça se fait comme ça. Généralement, selon les données, elles sont très petites, elles ont 5 ans. Et après, elles sont adoptées donc, par ces familles-là. Alors, soit elles vont être affectées un petit peu à toutes les tâches de ménage. Après, ça peut aussi bien se passer, mais je pense que c'est aussi des contextes où il y a plus d'abus possibles. Et ce qui est aussi assez surprenant, c'est la pratique du Tongyangxi. Donc des petites filles qu'on adopte très jeunes pour les marier au fils de la famille. Et ça pose une question, je trouve, autour de l'inceste, que j'ai pas posée dans mon podcast, mais qui maintenant m'interroge beaucoup. Donc il y aurait d'autres sujets à faire qui n'ont pas encore... Oui, et là très épineux. Là pour le coup, je m'avancerai. Ça doit être très difficile. Mais je pense que oui, effectivement, il y a beaucoup d'autres sujets, ouais. Donc tu reviens bientôt à RT ? J'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien, ouais. Justement, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a aussi le plus plu et qu'est-ce qui t'a moins plu dans ces 6 mois de stage ? Alors, ce qui m'a le plus plu, c'est la liberté que j'avais pour faire mes sujets. Et là, je pouvais à la fois travailler sur un format donc radio, vidéo et dessin aussi. Donc, j'avais une totale liberté. Ça, c'était absolument génial. Je pense que généralement, quand on fait un stage dans une radio en France, on n'a pas beaucoup de possibilités. On doit vraiment suivre un protocole. Et pour ce qui était des difficultés, tu avais parlé aussi à la fois de l'utilisation de certains logiciels de montage et puis au niveau des procédures pour obtenir par exemple des archives, quand il faut demander, quand il faut des subventions, tout ça, ça peut être un peu long et pas forcément très simple à faire. Et en même temps que c'était une chouette opportunité, c'est ça ?
comme j'ai pas d'expérience en tant que journaliste, je sais que c'est hyper difficile en France de trouver ne serait-ce qu'un stage, parce que j'ai pas fait d'école et je suis pas dans les clous. Donc je trouve ça 1000 fois plus intéressant. Enfin, pour moi, c'est un investissement, tu vois. C'est plus à défaut d'avoir pas fait d'école, quoi. C'est une formation sur le Voilà, tas. exactement. Et ça me plaît bien parce que... En fait, je trouve aussi qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes spécialisés sur la Chine ou sur Taïwan. Enfin, il y a beaucoup de journalistes qui, certes, ont été formés dans des écoles de journalisme, mais qui travaillent en Chine sans parler chinois, par exemple. Oui, c'est assez rare de trouver des personnes qui soient à la fois formées en journalisme et qui sachent parler le mandarin suffisamment bien pour l'utiliser comme outil de travail, vraiment. Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est une difficulté qu'il y a ici à la radio et dans d'autres médias en général, dans le monde des médias francophones basés en Chine et à Taïwan. Ouais. Et en ce qui concerne tes projets pour l'avenir, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, moi je pense vraiment que le stage m'a confirmé vraiment mon envie de continuer là-dedans. Même j'ai réfléchi, si c'est pour refaire un stage peut-être en France, pourquoi pas. Mon projet là sur cette année, parce que je reviens à Taïwan et je vais avoir un travail à temps partiel, c'est de proposer des piges à des journaux en France et surtout de travailler sur un gros projet, donc c'est-à-dire ce serait un reportage beaucoup plus long sur Lee Ming-je, sur le travail forcé dans la prison de Chushan, donc pas forcément que sur Lee Ming-je, au contraire, il va falloir justement un peu plus ouvrir le sujet et que ce soit un reportage sous forme de roman graphique, donc où on aura des dessins et des témoignages. Et les témoignages des prisonniers, quoi. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils pour les futurs stagiaires à RTI ou bien des personnes qui seraient intéressées pour venir faire un stage ici ? Le premier conseil, je pense que je donnerais, c'est d'être très autonome, peut-être, et de très vite se mettre en action sur le terrain, de pas trop lire, en fait. Enfin, c'est important de contextualiser un sujet, de se renseigner, etc., mais d'aller très vite aussi sur le terrain, d'interviewer les personnes. Et puis un autre conseil aussi, c'est pas de faire un podcast, puis après j'en fais un autre, puis après j'en fais un autre, c'est de travailler sur plein d'émissions à la fois, en fait, parce qu'ils avancent pas au même rythme et qu'on ne décroche pas les interviews de manière chronologique, quoi. Généralement on en obtient une, 1 mois, 2 mois, et puis après il y a tout qui tombe. Généralement c'est un peu comme ça. Et donc il faut vraiment, je pense, peut-être 1 mois où on prépare le terrain, les contacts. Et après, ça va très vite, tout s'enchaîne et il y a tout le travail qui tombe. Merci beaucoup pour avoir joué le jeu de passer de l'autre côté du micro. Et puis, bonne suite à toi, bonne continuation. Merci. Et vous pourrez retrouver sur Internet, dans l'article qui accompagne cette émission, les liens des épisodes réalisés par Suzanne Duroy lors de son stage à Radio Taïwan International.